OK, donc il est 20 heures, donc, ou 14 heures, heure du Québec. Donc, nous allons commencer. Alors, bienvenue donc au webinaire du 28 juillet 2020. Alors, donc, ce petit webinaire-là, comme je disais tout à l'heure, a pour objectif de répondre à toutes les questions sur la pratique de la pleine conscience intuitive, tant dans la pratique personnelle que dans la pratique professionnelle. Et il y a trois outils vraiment principaux dans la pleine conscience intuitive. Il y a donc la lecture intuitive qui consiste justement à apprendre à lire le champ subtil, notre champ subtil, c'est-à-dire faire un travail sur soi, mais également faire un travail sur notre partenaire, sur un partenaire dans un contexte plus professionnel. Donc, la lecture intuitive, il y a la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui permet donc de faire des voyages dans le champ énergétique, dans notre propre champ énergétique ou dans celui d'un partenaire, afin de découvrir que dans nos cellules, il y a un ensemble d'informations qu'on pourrait appeler de la mémoire, justement, qui anime notre être. Et ces mémoires-là peuvent programmer notre conscient à notre insu. Donc, c'est pour ça que la déprogrammation va consister justement à libérer les programmations mémorielles qui se retrouvent dans notre champ énergétique pour permettre de donner accès à l'essence fondamentale de qui nous sommes, c'est-à-dire à l'essence pure de qui nous sommes dans la mesure du possible. Et ensuite, il y a la technique de soins qui va être le troisième aspect qu'on va pratiquer dans la pleine conscience intuitive, qui sont des techniques de soins, tant de soins énergétiques sur les chakras, bon, il y a plein de façons d'aborder les choses, mais l'idée, c'est de rétablir la circulation énergétique. Donc, la lecture intuitive permet d'identifier la cause, la déprogrammation permet de libérer les programmations mémorielles et les techniques de soins permettent de favoriser la circulation énergétique. J'avais donc une première question qui m'avait été posée, que j'avais envie d'aborder avec vous. La première question qui m'est posée, c'était concernant donc pourquoi je n'ai pas accès aux mêmes informations que toi lors des exercices de la pleine conscience intuitive. Alors, c'est une grande question qu'on va essayer d'aborder très simplement, mais l'idée là-dedans, c'est que la première chose qu'on apprend à la pleine conscience intuitive, c'est cette position de verticalité. La verticalité, c'est quoi? C'est d'être capable d'être aligné en l'être que je suis, les deux pieds sur le sol, la tête vers le ciel, et je fais en sorte que l'énergie circule à travers moi de la façon la plus fluide et la plus harmonieuse possible. Donc, cette première étape, qui est la pratique de l'enracinement, que moi, je valorise beaucoup, que très peu de gens utilisent parce qu'on vit dans une société où tout va très vite, et faire un enracinement qui va prendre 15-20 minutes, une demi-heure, c'est beaucoup trop long pour la majorité d'entre nous. Donc, on fait des enracinements très courts. Et en faisant ça, on n'est pas dans un processus où on valorise la méditation. La méditation, c'est que la pratique de l'enracinement, c'est une forme de méditation dans laquelle on apprend à s'accompagner, accompagner donc la présence de l'énergie de la Terre dans notre corps et la présence de l'énergie du ciel dans notre corps. S'accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire finalement de collaborer avec les énergies extérieures aux miennes, c'est-à-dire que l'énergie de la Terre et celle du ciel, je peux favoriser leur circulation en moi. Et comment je vais faire ça? En permettant à ma conscience de participer au fait que l'énergie circule en moi pour faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus fluide et harmonieuse. Donc ça, c'est la première étape, c'est cette position de verticalité qui va faire que je vais être dans une position de témoin. Le témoin, c'est un peu comme quelqu'un qui s'observe, hein, c'est-à-dire que je fais une lecture sur moi, je vais donc devenir un observateur de qui je suis. Et cet observateur-là va être le plus témoin possible, le plus objectif possible. C'est-à-dire que je vais me regarder comme si je me voyais dans un miroir et je vais me lire. Je vais lire qu'est-ce qui va apparaître de moi, c'est-à-dire tant au niveau des images qui peuvent rayonner de mon champ énergétique que des sensations ou que des mots. Alors, vous comprenez que dans des conditions comme celle-là, on apprend vraiment à faire un genre de lecture objective de ce qui apparaît en soi. Et la première problématique que l'on rencontre dans la pratique de la pleine conscience intuitive appliquée vers soi, c'est qu'on n'est pas objectif. On n'est pas témoin facilement parce qu'on a tendance à interpréter ce qui apparaît. On a tendance à ne pas faire confiance à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Et c'est ça un peu la première problématique qu'on va rencontrer, c'est qu'on ne va pas se donner l'opportunité de laisser un échange se faire entre moi et mon corps. Parce que la pratique de la pleine conscience intuitive, elle va se développer lorsque moi, je suis capable d'échanger avec mon corps d'une façon la plus naturelle possible. Et que quand je suis capable d'avoir cet échange-là, il y a un réel langage qui s'effectue, une réelle communication entre moi et mon corps. Et c'est ce réel langage-là qui va me permettre d'arriver à une forme d'objectivité. Donc ça, c'est une première chose qui est une difficulté que l'on rencontre souvent dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est qu'on va interpréter beaucoup plus parce qu'on va rester dans notre mode de non-témoin. Le non-témoin, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Sylvain Bélanger, qui pense qu'il est comme ça, qui pense que je suis comme ça, qui pense que je suis comme ceci, comme cela. Donc, je m'identifie à plein de comportements que j'ai développés et je ne suis pas en mesure de me mettre dans une position d'objectivité. Alors, l'objectivité, évidemment, c'est être capable d'être un témoin qui va être en mesure de pouvoir lire
une autre personne de la façon ou soi-même de la façon la plus objective possible. Donc ça, c'est une des premières difficultés qu'on va rencontrer dans la pratique de la pleine conscience intuitive. La deuxième difficulté que j'aimerais parler, c'est encore là, c'est toute la notion que ce n'est pas un outil scientifique à laquelle on est en train qu'on apprend à développer, qu'on développe la pleine conscience intuitive. Donc, on doit développer des moyens, des outils pour savoir jouer avec l'outil en question. Par exemple, si moi je dis je vais aller voir mon genou, ben, c'est un jeu imaginaire que je suis en train de jouer, c'est-à-dire que j'accepte que ma conscience va prendre le véhicule imaginaire et va voyager en moi pour me mettre en relation avec mon genou et je vais accepter que dans mon genou, il y a une somme d'informations qui est là. Maintenant, si j'ai le pouvoir de l'intention, c'est pour ça que je voulais aborder, le pouvoir de l'intention est très important dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Le pouvoir de l'intention me met en contact avec mon genou et je pourrais, par exemple, avoir une connaissance anatomique de mon genou très claire, très nette et très précise parce que je l'aurais acquise en suivant des cours d'anatomie physiologie, par exemple, et ça me permettrait de voir mon genou sous une forme visuelle, auditive ou sensitive dans laquelle je percevrais la physiologie de celui-ci. Donc, je serais en mesure d'avoir une expertise de ce qui se passe dans mon genou d'un point de vue physiologique et énergétique et je serai en mesure d'intervenir dessus. Ça, c'est une façon d'aborder la pratique de la pleine conscience intuitive, donc de focusser sur une réalité physique et énergétique. Je pourrais également concevoir que dans mon genou, il peut y avoir des mémoires, des émotions, des souvenirs de mon être qui se trouvent en moi, qui pourraient être associés à mon genou. Et là, je pourrais accepter donc de laisser émerger en moi des informations mémorielles. Je pourrais décider de dire, mais tiens, je vais aller voir mon genou, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé à mon enfance qui est relié à mon genou. Donc, je pourrais, par une programmation et par une intention, créer une situation où je me rendrais réceptif à des informations psycho-émotionnelles associées à mon genou qui appartiendraient à mon enfance. Je pourrais aussi dire, bien, tiens, je vais aller voir dans mon genou les relations avec mes morts d'autres vies. Donc, encore là, je pourrais donc avoir une couleur, je donner une couleur à mon type à ma lecture parce que je dirais, bien, tiens, je vais aller voir de quelle façon que je pourrais aller chercher de l'information sur des mémoires provenant d'autres vies associées à mon genou, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que plus j'apprends justement à utiliser le pouvoir de l'intention, plus mon voyage va avoir une certaine couleur. Je pourrais dire, ben, tiens, je vais avoir des mémoires d'autres vies, des mémoires psychogénéalogiques, donc provenant de mes ancêtres. Donc, vous voyez, on parle toujours de la même région qui est mon genou, mais je pourrais porter en attention qui m'apporterait donc des informations différentes, même si on parle de la même région. Et puis, la question que Mersena me faisait part par rapport à ça, elle me précisait en me disant justement, bon, que par exemple, pour la douleur de ses hanches, elle a bien vu qu'elle avait bien vu il y a quelque temps que le fait de ne pas exprimer qu'est-ce qu'elle était, ça semblait la renvoyer vers l'intergénérationnel, vers une lignée paternelle qu'elle rejette. Okay? Son identité est rejetée de cette lignée paternelle-là, ne voulant pas s'identifier à cette paternité-là, à ses arrières, à ses ancêtres, ce qu'ils étaient, etc. Alors, puis moi, je lui avais dit d'autres informations qui ne correspondaient pas à ça. Maintenant, il faut comprendre évidemment ici que quand je me mets en contact avec une région de mon corps, il y a plusieurs points de vue que je peux adopter et ces points de vue-là ne sont pas des faussetés. Par contre, évidemment, ce que je dis toujours, moi, dans l'enseignement, c'est qu'on doit prendre le journal intime et prendre le temps de noter ce qu'on a observé à travers nos pratiques, puisqu'à travers nos pratiques, on va constater que si moi, par exemple, je fais une lecture intuitive de mes hanches, à plusieurs reprises, il est possible qu'à chaque fois que je vais faire une pratique, je vais approfondir la connaissance. Ça veut donc dire que ce n'est pas parce que j'ai fait une lecture intuitive sur une région de mon corps que c'est fini, que la région est terminée, que je n'ai plus besoin d'y retourner, que j'ai fait le tour. Non, on va découvrir finalement cette notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est qu'à mesure que je fais des pratiques et des lectures intuitives de mes hanches, par exemple, bien évidemment, je vais enrichir ma pratique. Et parce que j'enrichis ma pratique, bien, je vais arriver à en comprendre une signification de façon beaucoup plus importante. C'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre aussi là-dedans. Donc ça, c'est un autre élément que je vais apporter, le pouvoir de l'intention. Plus on pratique la pleine conscience intuitive, plus on comprend qu'on est un peu comme on est dans un véhicule. Ce véhicule-là, évidemment, plus on est capable d'élargir notre point de vue, plus on est capable d'obtenir un ensemble d'informations très, très vastes. Mais au début, souvent, on va se retrouver un peu limité par notre connaissance, par notre confiance intuitive, etc. Donc, on va rester un peu prisonnier de nos propres limitations. Et il y a un très beau livre d'ailleurs qui exprime très bien ça, qui s'appelle « Se libérer du connu » de Krishnamurti, qui démontre comment notre mental, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est de toujours revenir à ce qu'il connaît. Alors évidemment, la pratique de la pleine conscience intuitive, le défi de cette pratique-là, c'est de nous sortir du connu
pour accepter que ce que moi j'appelle le principe intelligent qui anime chaque être humain que nous sommes, ben, puisse effectivement se manifester. Puis c'est souvent, cette intelligence-là, elle va nous amener dans d'autres voies, dans d'autres chemins, dans d'autres routes que celles que l'on connaissait de nous-mêmes déjà au départ. Donc, c'est ça un peu l'idée de ça. Donc, c'est pour ça que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on va aborder énormément de diverses façons d'aborder les choses. On va, par exemple, voir la structure physique, énergétique, on va aller voir les chakras, on va aller voir les chakras énergétiquement parlant, on va aller voir d'un point de vue psycho-émotionnel en tenant compte de tout un langage intuitif que je suis en train de développer autour des chakras qui s'appelle spirale évolutive des chakras. On va ensuite aller voir l'enfance, toutes les mémoires provenant de l'enfance qui sont associées à une certaine problématique, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. On va ensuite aller voir bon, ma relation avec une maison, comment je peux équilibrer mon espace physique dans lequel je vis. On va établir les relations avec les remèdes, les aliments. On va également donc développer une certaine spiritualité, etc. Donc, plein de façons d'aborder la pratique de la pleine conscience intuitive pour justement se sortir de ce que j'appellerais nos pantoufles. Parce que nos pantoufles, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie qu'on a développée, puis cette méthodologie est devenue tellement naturelle, elle est devenue tellement une routine qu'on ne développe plus notre perception intuitive parce qu'on a développé une genre de recette. Moi, je me rappelle d'une étudiante qui, au début, le premier atelier qu'elle avait suivi, elle avait eu une longueur d'avance sur tout le monde, mais vraiment une longueur d'avance sur tout le monde. Mais comme elle avait développé une recette très rapidement, mais cette recette-là, finalement, elle l'appliquait d'une façon un peu aveugle. Alors, la recette lui apportait un certain nombre de résultats, mais tous les autres étudiants qui suivaient le même programme qu'elle, ben, à mesure que l'enseignement avançait, ben, à mesure qu'elle restait un petit peu plus en retrait et en arrière, parce qu'elle ne faisait pas confiance au processus intuitif. Donc, elle avait développé une recette. La recette était toujours un petit peu la même et ça lui convenait. Donc, elle n'allait pas plus loin, donc elle n'élargissait pas son champ de conscience et elle ne se permettait pas d'élargir ses compétences. Donc, la processus intuitif n'est pas un outil qu'on développe du jour au lendemain. C'est un outil qu'on développe avec le temps, par la pratique, et qu'on va augmenter sa qualité par la pratique aussi. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'évidemment, on pourrait croire que parce qu'on a développé la méthodologie, on va se dire, ben maintenant, je devrais être capable de faire des lectures aussi bien que quelqu'un d'autre. Mais si le quelqu'un d'autre, comme moi, par exemple, ça fait près de 30 ans que je pratique, ben, j'espère qu'après 30 ans, je suis plus capable, hein, peut-être, je suis plus apte à voir plus largement les choses que quelqu'un qui a commencé peut-être il y a quelques mois, par exemple. Vous voyez, alors ce serait un peu logique et un peu normal. Et c'est, d'après mes expériences à moi, quelque chose qu'on va observer, quoique il y a des gens qui ont développé leur pratique d'une façon beaucoup plus courte et qui sont capables de faire de très belles choses aussi. Donc, je pense que c'est important, finalement, de bien comprendre cette réalité-là. Puis aussi, c'est que l'aspect intuitif n'est pas une vérité. C'est-à-dire que vous allez voir 10 médiums aujourd'hui. Les 10 médiums pourraient vous donner des informations différentes. Ces 10 médiums-là pourraient vous donner des informations qui ont une certaine valeur, mais il y en a d'autres qui pourraient être beaucoup plus précis que d'autres, beaucoup plus parlants que d'autres, etc. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans une relation avec une vérité absolue, mais avec une vérité relative. Et cette vérité relative, elle va être définie par quoi? Elle va être définie par ma propre capacité à moi de reconnaître l'information qui m'est donnée. Donc, on rentre dans un monde vraiment subjectif et je pense que c'est important de bien comprendre que cette subjectivité-là, elle va nous servir que si elle nous permet de progresser puis d'évoluer. C'est un peu comme ça, j'allais voir un psychologue, on va voir 10 psychologues et 10 psychologues vont nous donner des informations différentes sur nous-mêmes à travers des outils qu'ils vont nous donner, etc. Et on va vivre des choses différentes avec ces 10 personnes-là aussi. Donc, c'est important de bien comprendre que tout ça, effectivement, c'est des choses qui touchent une expérience subjective, finalement, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait comme démarche. Donc, c'est important pour nous de développer la foi qui va faire qu'on va être capable, finalement, de parvenir à être en mesure de pouvoir parvenir donc à développer quelque chose qui soit plus satisfaisant. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que je réponds à ta question. La dernière chose que j'avais peut-être envie de dire, Marchena, avant qu'on a finalisé pour cette question-là, c'était concernant donc le cadre intellectuel. Le cadre intellectuel, qu'est-ce que c'est? C'est que si je n'ai pas de connaissance d'anatomie, physiologie de mon corps, il va être difficile pour moi d'aller voir, de faire une lecture de mon anatomie, de ma physiologie, parce que si j'ai cette connaissance intellectuelle-là, je vais augmenter mes compétences d'aller voir mon corps dans sa physiologie et dans sa dimension énergétique, parce que j'aurai développé les compétences. Donc, si je veux développer des compétences au niveau psycho-émotionnel, c'est certain que les compétences psycho-émotionnelles vont être augmentées si je vais chercher un apprentissage à ce niveau-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai développé la spirale évolutive des chakras, qui est une typologie qui permet de mieux comprendre l'être humain à travers justement un voyage dans les différents états de conscience que sont les chakras. C'était un peu dans cet objectif-là que ça avait été fait.
Donc, voilà. J'espère donc que j'ai répondu. Tu reviendras, Marcena, si tu as d'autres questions concernant cela. Mais évidemment, donc, la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est un processus d'accompagnement. On ne doit pas voir ça comme un exercice qu'on arrête là aujourd'hui, mais c'est quelque chose dans lequel on doit apprendre à développer une habileté régulièrement. Il y a Michel qui me dit bonjour, bonsoir Sylvain, merci beaucoup. J'aimerais connaître la pratique de l'alignement suivant la pure conscience intuitive. Je présume que tu veux parler de la pleine conscience intuitive. Donc, la pratique de l'alignement, c'est un enseignement qui s'appelle alignement au soin à l'âme et soin par les guides. Alors, dans l'apprentissage de la pleine conscience intuitive, il faut savoir qu'il y a tout un processus, un chemin, je dirais, d'enseignement qui est proposé dans le cadre d'une formation globale, dans lequel on apprend dans un premier temps à développer les bases. Après ça, on découvre l'aspect physique et énergétique du corps humain. Donc, on travaille sur l'auto-guérison davantage, sur la gestion de l'énergie. Donc, il existe un enseignement qui s'appelle un programme d'auto-guérison, qui est vraiment conçu pour les gens qui veulent faire une démarche pour se soigner physiquement et énergétiquement parlant. Il y a un deuxième programme qui s'appelle Harmonie des émotions, dans lequel vous allez apprendre vraiment à faire un travail sur vos mémoires de votre histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies, potentiel futur, les relations interpersonnelles. Donc là, vous apprenez à vraiment faire un travail de pleine conscience intuitive pour parvenir à être plus en harmonie avec votre être, par rapport à vous-même et par rapport à votre entourage. Ça, c'est un autre type de programme qui est proposé dans l'enseignement. Il y a des programmes qui concernent aussi les soins par les chakras. Donc, il y a tout un volet où on parle des chakras sur 3 points de vue, le point de vue énergétique, le point de vue psycho-émotionnel et le point de vue spirituel, qui est un autre type d'enseignement, qui est un autre type de programme. Et vous avez également un programme qui s'appelle Mission de vie de transformation de l'être, qui a pour objectif donc de vous aider à identifier votre mission de vie et de vous accompagner dans tout un processus de transformation de l'être pour vous amener justement à être plus en accord avec votre mission de vie finalement. Alors, ce sont tous des programmes distincts que je viens de vous nommer. Et le dernier programme que je n'ai pas nommé, c'est celui qui s'appelle Alignement à l'âme et soins par les guides, qui normalement est une démarche c'est une démarche qui est plus à long terme pour vraiment bénéficier, je dirais ça comme ceci, de l'alignement de l'âme. Il faut être en mesure de comprendre qu'on est habité par de la mémoire. Alors, beaucoup de gens, des fois, confondent plein de choses parce que les concepts spirituels ésotériques sont assez confondants quelquefois quand on ne les comprend pas bien. Donc, il faut savoir que l'être humain que moi je suis, j'ai un corps physique, j'ai un champ dans lequel j'émets de la lumière, et dans ce champ où j'émets de la lumière, qui est de l'énergie, il y a de l'information qui touche mon histoire personnelle, qui touche mes mémoires familiales et qui touche les mémoires d'autres vies. Et que si moi je veux accéder à l'âme, je dois me libérer, me dégager de tout ça. Donc, quand on parle de l'alignement à l'âme, bien évidemment, on part du principe que moi, en tant qu'être humain, j'ai fait un certain cheminement pour me désidentifier de mon histoire personnelle, des mémoires avec lesquelles je résonne appartenant aux mémoires familiales et d'autres vies, pour me dégager, jusqu'au moment où j'arrive justement à me retrouver dans une position, on pourrait dire ça comme ceci, d'alignement avec une essence lumineuse dans laquelle je reconnais quelque part que je fais partie d'un tout plus grand et plus vaste que moi. Et je peux à ce moment-là développer une identification à ce grand tout, à ce grand vaste-là. Et c'est une forme de méditation qui va en résulter, une méditation avec l'âme, dans laquelle je vais apprendre à partir de là de pouvoir faire un travail d'alignement. L'alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les influx de l'âme, je vais être capable de les faire descendre vers mon corps physique sans qu'il y ait aucun heurte ou aucun obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être capable de faire un voyage de l'influx de l'âme vers mon corps physique et je vais être capable de constater est-ce qu'il y a des résistances ou des réactions qui se font dans les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, mon histoire personnelle, mon champ énergétique, mon corps physique. Donc, tout ça va me permettre justement de favoriser un fameux alignement dans lequel il n'y aura plus de heurts, plus d'obstacles. Et évidemment, ce que je vais apprendre à faire aussi dans cet enseignement-là, c'est que je vais apprendre à collaborer avec des guides. Pourquoi des guides à ce moment-là? Mais ces guides-là, finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont des êtres de lumière. Des êtres de lumière qui ne sont pas colorés par l'histoire humaine. C'est ça qu'on cherche à développer. Alors, s'ils ne sont pas colorés par l'histoire humaine, ils sont donc capables de pouvoir justement me donner l'opportunité de faire un certain cheminement, une certaine expérience spirituelle qui va être la plus heureuse possible. Donc, c'est ça un peu l'idée de ça. Et puis, donc, un enseignement qui est proposé pour faire ce travail d'alignement à l'âme et de soins par les guides. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Je vais peut-être fermer pour que ça soit moins dérangeant. Je m'excuse, je vais le faire.
Bon, excusez-moi. J'ai donc fermé la fenêtre pour avoir moins de bruit dérangeant. Donc, voilà, alors cet enseignement-là va finalement, vous comprendrez quelque part que tous les enseignements de la pleine conscience intuitive sont des portes d'entrée vers des façons d'aborder les choses dans lesquelles on apprend à développer la pleine conscience intuitive. Dans ce cas-ci, dans cet enseignement-là, évidemment, on a donc une démarche où on apprend à se détacher, à se dégager de notre histoire de vie et on va le faire à travers la méditation de l'âme dans laquelle on va apprendre vraiment à demeurer à quelque part, focusé sur cette énergie-là et on va apprendre évidemment à partir de cette énergie de l'âme de faire un travail de nettoyage, de d'épuration dans les divers secteurs qui pourraient nous empêcher de pouvoir favoriser une harmonie et un équilibre plus grand. Et les guides vont nous aider dans cette démarche-là. Et les guides, bien évidemment, peuvent être des conseillers. Bon, il y a plein de protocoles qui sont proposés dans le cadre de l'enseignement afin de pouvoir vous aider justement à cheminer avec les guides. Alors, vous voyez, donc, il y a plusieurs programmes. Il y a donc la possibilité de prendre un programme complet de tous ces programmes-là que j'ai nommés, mais on peut également choisir des programmes de façon plus distincte et alignement de l'âme en est un, justement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Michel. Peut-être que tu peux me revenir là-dessus. Voilà. J'avais une autre question concernant l'exercice dans lequel je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je n'arrive pas à questionner les perceptions quand j'essaie d'obtenir une réponse pour savoir si c'est bien de faire enlever mes dents de sagesse ou pas. Donc, ça, ce sont des questions, évidemment, qui sont très, très concrètes que tu poses là. Évidemment, dans une démarche intuitive, on doit toujours, finalement, comment dire, développer un certain protocole qui va nous amener justement à trouver une réponse qui ne va pas être identifiée comme étant une réponse que l'intuition nous dit, puis qu'on la prend comme du cash absolument, comme du comptant, puis qu'on est sûr à 100%. On va partir du principe qu'on va faire cette démarche-là justement d'une façon où on va chercher à développer une confiance dans la réponse qu'on souhaite avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, il y a des gens qui vont tellement faire confiance à la démarche intuitive qu'ils vont s'égarer dans la démarche intuitive. Ils vont se dire, ben, c'est l'amoureux de ma vie, l'intuition m'a dit que c'était lui mon amoureux de ma vie, il me fait vivre la souffrance et la douleur, mais ce n'est pas grave, je sais que c'est lui, je dois passer à travers cette souffrance-là pour parvenir à atteindre l'amour que je souhaite avec lui. Alors, vous voyez que là, on tombe dans un piège possible, hein? Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais quand les événements concrets nous donnent des informations qui vont dans le sens contraire de nos intuitions, on doit énormément questionner nos intuitions pour que les intuitions nous expliquent puis nous démontrent la justesse de leur réponse par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Ainsi, moi, j'ai une amoureuse, puis que cette amoureuse-là me fait vivre l'enfer, puis que l'intuition me dit que c'est une femme bien qui est pour moi, ben, je dois vraiment aller chercher une information très, 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 très précise pour arriver à faire confiance à ma démarche intuitive. Sinon, je n'aurais pas avantage à lui faire confiance parce que l'intuition viendrait me donner des informations qui sont en désaccord en fin de compte avec ce que la réalité me montre. Et ça, je pense que c'est vraiment important de bien faire cette nuance-là. Maintenant, pour ta question, Marcena, il y a plusieurs façons de procéder. Évidemment, il y a le questionnement, mais je dirais que la meilleure façon, c'est toujours avec l'idée de l'intention. L'intention, c'est que si tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe quand je laisse mes dents là? Qu'est-ce qui se passe quand je les enlève? Et c'est là, quelque part, qu'on peut arriver justement à donc avoir une meilleure vision par rapport à ça. Donc ça serait une façon simple. Je ne sais pas si tu as essayé de faire ça comme ça, mais ce serait sans doute intéressant de procéder de cette façon-là pour parvenir justement à déterminer qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens quand tu laisses tes dents de sagesse-là, comment tu te sens quand elles ne sont plus là. Et à ce moment-là, bien évidemment, donc de questionner. Puis ça, pour être capable de faire ça, il faut faire quoi? Il faut être dans une position de témoin. Le témoin, c'est qu'il y a une Marcena qui est devant moi et cette Marcena-là a ses dents de sagesse. Je fais le travail des questionnements avec elle, puis après ça, je reprends Marcena avec la même personne sans les dents de sagesse et je fais le travail à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ça serait une façon de pouvoir développer une compréhension de qu'est-ce qui se passe quand j'ai les dents de sagesse et quand je ne les ai pas. Donc, tu me reviendras là-dessus, Marcena, si tu as des commentaires par rapport à ça. Ensuite, je pratique l'exercice d'enracinement ce matin. Je ressentais les effets après plusieurs heures alors que je n'avais pas ressenti aussi longtemps avec d'autres enracinements pratiques auparavant. Bien, tu vois, ça, c'est un élément intéressant que tu décris. C'est que la pratique de l'enracinement, on a beau la pratiquer à chaque jour, on a beau la pratiquer de temps à autre, chaque expérience d'enracinement est différente. Pourquoi? Bien parce que c'est un peu comme une méditation. La méditation, moi, je me méfie toujours de quelqu'un qui me dit, bien, moi, je médite tous les jours, puis je vis toujours une expérience similaire. Je vis toujours la même chose, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et c'est un peu comme si on tombait dans une espèce de situation où on se dit, bien, moi, je vis mes journées, puis sont toujours merveilleuses, mes journées.
Il se passe, ah oui, mais est-ce qu'il y a des choses qui se passent différentes chaque journée? Non, tout est merveilleux, tout est fantastique. Mais quand on me dit des choses comme ça, je me pose des questions parce que dans une démarche intuitive, il y a de la vie. Alors, la pratique de l'enracinement, en fin de compte, si on la pratique bien, on devrait être capable de se dire, bon, aujourd'hui, la pratique de l'enracinement était différente d'hier pour telle raison. Et pourquoi je dis ça? Bien, parce que je suis un être humain vivant. Et cet être humain qui est vivant, bien, il vit des choses. À chaque jour, il vit des choses différentes. Donc, il peut être un peu normal qu'il puisse expérimenter des choses différentes aussi à travers chacun des exercices d'enracinement. Et je reviens toujours avec le mot accompagnement. L'accompagnement, ça veut dire quoi? J'accompagne une démarche de guérison. J'accompagne une démarche intuitive. J'accompagne une démarche de libération. J'accompagne une capacité que j'ai d'identifier ma mission de vie, etc., etc. Donc, j'accompagne. J'accompagne veut dire que je suis constamment en relation avec moi pour être capable d'arriver à un résultat. Alors, c'est ça un petit peu que je sens qui est bien important de comprendre à ce niveau-là. Et je te dirais, Isabelle, la prochaine étape que tu pourrais faire, ça serait de dire, bon, comme ça a été une expérience particulière aujourd'hui, tu pourrais prendre le temps d'aller voir dans ton intérieur pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qui ne s'est pas passé hier, avant-hier, etc., pour arriver à comprendre le sens de l'expérience que tu as vécue. Ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Mais moi, ce que je te dirais, c'est peut-être que tu es en train de te rendre plus connecté avec toi et le fait que tu sois plus connecté avec toi, bien, te rend plus vivante, te rend plus vibratoire, puis que la pratique d'enracinement te donne un impact beaucoup plus important parce que tu accueilles davantage la vie qui est en toi. Moi, c'est un peu le feeling que j'aurais par rapport à ça te concernant. Marcena, c'est bien ça, difficulté de sortir du connu qui m'empêche d'aller plus loin dans l'écoute intuitive. Oui, merci pour ton explication. Souvent, je me perds dans mes perceptions lorsque je rentre dans l'écoute intuitive. Ça m'amène dans tous les sens. Je ne sais pas comment, je ne sais pas toujours quelle idée ou quel fil conducteur suivre pour rester dans la cohérence avec le sujet ou la question que j'ai choisi de travailler. Alors moi, je reviens, Marcena, avec la dent, la fameuse histoire des dents dont tu me parlais tantôt. Bien, ça veut donc dire, quelque part, quand tu dis, je ne sais pas, c'est comment faire pour garder le fil conducteur, bien, le fil conducteur, c'est simple. Je dois déterminer qu'est-ce qui se passe quand j'ai des dents et qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas de dents. Donc, c'est ça le protocole que tu dois aller chercher. Il n'y a rien d'autre que ça que tu dois aller chercher. Donc, moi, je te dirais de vraiment focuser de cette façon-là. Quand tu veux vraiment faire une écoute, aborder un sujet très précis, tantôt, tu parlais de tes hanches. Bien évidemment, dans tes hanches, bien, il y a trois façons d'aborder tes hanches. Du point de vue énergétique, je vais faire un travail d'auto-guérison. Donc, je vais travailler sur mes hanches physiques, donc les os, la structure énergétique, etc. Ça, c'est une première façon d'aborder les choses. Deuxième façon d'aborder les choses, je peux travailler sur la dimension psycho-émotionnelle, donc l'aspect mémoriel associé à cela, qui est une autre façon d'aborder les choses, dans lesquelles tu vas plus mettre l'emphase sur la mémoire, alors que la première façon va plus t'amener vers travailler sur l'énergétique et sur la structure physique pour chercher à la rétablir. La dimension psycho-émotionnelle va t'amener plus à travailler sur la mémoire. Puis, si on regardait ça d'un point de vue spirituel, ben, ça serait davantage de te relier à l'âme. De quelle façon que l'énergie de l'impulsion de l'âme peut se manifester, s'intégrer dans tes hanches. Alors, ça, c'est trois façons différentes d'aborder les choses qui montrent un petit peu comment la guérison peut s'opérer de diverses façons. Il y a la guérison par la foi, il y a la guérison énergétique, il y a la guérison psycho-émotionnelle. Donc, c'est ça un petit peu qu'on cherche à mettre en place dans une pratique de la pleine conscience intuitive, cette habileté à pouvoir voyager dans chacun de ces secteurs-là également. Il y a aussi la possibilité de travailler avec des remèdes. Donc, il y a un enseignement qui propose de travailler avec les remèdes. Quels sont les remèdes les plus adéquats pour moi? Donc, ce serait aussi une façon qui pourrait être intéressante de travailler. Donc, je pense que c'est important que tu focuses sur ton intention de départ. C'est quoi ton objectif que tu as par rapport à un soin que tu veux faire, que tu notes dans un journal intime, que tu pratiques et qu'à la fin, tu regardes dans ton journal intime de quelle façon que tu as atteint ton objectif. C'est-à-dire que si tu avais un objectif de travailler sur l'aspect auto-guérison, bien de quelle façon que tu as atteint cet objectif-là. Si tu avais un objectif de travailler sur la dimension psycho-émotionnelle, de quelle façon que tu as atteint cet objectif-là. Toi, c'est un peu comme ça que je te dirais ça. Concernant l'ancrage, quelle est la méthode la plus adaptée, la plus complète? Ben, je ne sais pas le sens je ne comprends pas tout à fait la question, mais l'ancrage, dans mon enseignement, pour ceux qui me suivent, je pense que l'idée la plus simple par rapport à l'ancrage et la plus évidente, c'est de s'enraciner, mettre les deux pieds sur le sol et de faire venir l'énergie de la Terre de façon consciente. Parce que beaucoup de gens font l'enracinement d'une façon non consciente. Alors moi, quand je vous parle de l'enracinement, je vous parle d'une méditation dans laquelle on participe au processus de guérison qui est en soi, en accompagnant la présence de l'énergie de la Terre dans mon corps et l'énergie du ciel dans mon corps aussi.
Donc, je ne suis pas dans une position de passivité. Parce que trop souvent, dans la démarche intuitive et énergétique, on a une position de passivité. On fait confiance à quelque chose qui est plus grand que soi et on est passif. Alors qu'on aurait davantage accès à ce grandiose-là en participant. Parce qu'en participant, on devient plus concerné par le travail, on est moins dans une position de passivité. Et moi, j'encourage certainement cette pratique d'enracinement-là. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai d'être conducteur, tout simplement, par le biais de l'énergie de la Terre, c'est du ciel. Donc, il y a toute une démarche de guérison qui se fait à travers ça. Si j'ai des problématiques de santé, de quelle façon que je peux me soigner? Si j'ai des problématiques psycho-émotionnelles, de quelle façon que je peux me libérer de ces problématiques émotionnelles? Tout ça va contribuer énormément à m'ancrer davantage. Mais cet ancrage-là va se faire, évidemment, d'une façon quotidienne, en général, par la pratique de la pleine conscience, par la pratique de l'enracinement, excusez-moi, qui va être le départ pour ensuite faire de la pleine conscience intuitive. Et je n'ai pas d'image par rapport à ça, seulement des ressentis corporels. Comment travailler pour choisir les remèdes les plus adaptés? Bien évidemment, là, évidemment, il y a toujours une question, évidemment, de protocole. Moi, j'enseigne un enseignement qui traite de comment évaluer les aliments, comment évaluer les remèdes, qui faut être le plus approprié, etc. Donc, évidemment, c'est tous des protocoles qui demandent une forme d'intention. L'intention de départ, c'est de dire, ben voilà, tu dois avoir des remèdes pour déterminer quel est le remède qui va être le plus adéquat pour toi, par exemple. Alors, si tu n'as pas de remède, tu es mal parti ou tu as des noms de remèdes. Alors, ces noms de remèdes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont te permettre de voir, bon, par exemple, si je prends tel produit, qu'est-ce que ça va faire à mon corps? Donc, tu imagines que tu prends le produit, puis tu regardes qu'est-ce que ça provoque dans ton corps, et ensuite, tu peux questionner, déprogrammer, puis soigner. Donc, tu t'accompagnes dans une démarche de guérison dans laquelle le remède en question va être utilisé. Donc, ça, c'est quelque chose quand même de très intéressant. Moi, j'ai écrit également un produit qui s'appelle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre, dans lequel on apprend justement à utiliser des produits de cuivre pour se soigner. Le cuivre est conducteur et on sait que le cuivre nous permet donc de nous mettre en relation avec des remèdes. Par exemple, je pourrais, je ne sais pas, moi, prendre un produit homéopathique ou même de l'aspirine, n'importe quoi, le mettre dans un petit verre de vitre, me connecter avec un fil de cuivre avec ce produit-là et observer qu'est-ce que ça fait en moi. Donc, c'est quelque chose qui a été longtemps étudié, ça. C'est quelque chose de très intéressant. Dans le cadre des enseignements présentiels que je donne, souvent, c'est quelque chose que je fais expérimenter aux gens parce que je trouve ça intéressant, par exemple. Alors, ça, c'est une question là-dedans. Il faut être créateur, il faut être créatif dans la pratique de la pleine conscience intuitive parce que tout est possible. On peut faire un tas de choses et que si on ne prend pas le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on n'a pas des intentions claires, qu'on se lance dans une pratique d'une façon confuse, sans trop savoir qu'est-ce qu'on ne veut pas, puis qu'on est complètement dispersé dans nos intentions et nos attentes, on risque de se retrouver dans une position où on va être déçu. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on peut vraiment observer très fréquemment, ça. Donc, je pense que c'est important de bien comprendre quelque part que cette idée je reviens avec la notion du journal intime. Le journal intime, c'est quel est mon objectif de la pratique que je vais faire aujourd'hui? On note. C'est quoi l'objectif? Comment vais-je faire pour atteindre cet objectif-là? C'est quoi la méthode? C'est quoi la procédure que je vais faire pour que ma pratique de pleine conscience intuitive me permette d'atteindre mon objectif? Donc, à partir du moment qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a? On a une procédure. La procédure va me permettre de faire une pratique de pleine conscience intuitive avec un objectif. Et à la fin de l'exercice, je vais pouvoir prendre le temps de noter est-ce que j'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et si je n'ai pas réussi, quelles sont les raisons de l'échec et qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour améliorer mon sort, pour améliorer ma capacité à faire cet exercice-là. Alors, en faisant ça, on risque de s'accompagner et de se permettre d'aller plus loin dans une démarche de pleine conscience intuitive. Alors, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à cela. OK, donc là, je vois qu'il y a peu d'autres questions. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Évidemment, s'il y avait d'autres questions à me faire part, c'est le moment de me les faire part, puisque l'objectif, évidemment, pour moi, c'est de répondre aux questions que vous pourriez avoir par rapport donc, aux différents thèmes que nous avons vus, que vous avez vus dans le cadre de vos enseignements, pour ceux qui suivent l'enseignement, mais aussi pour les gens qui ont des curiosités, à savoir la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire, ou encore des questions d'ordre plus personnel que vous pourriez avoir sur une question ou un thème que vous aimeriez donc aborder.
puisque évidemment, ce petit webinaire-là, qui a lieu une fois par mois, s'adresse donc aux gens qui ont donc des questions sur leur vie ou sur d'autres thèmes de pratique, etc. Donc, la question, la formation personnelle comprend donc tous les modules indépendants dont tu viens de parler. Effectivement, la façon que c'est fait maintenant, évidemment, j'ai évolué à travers la demande, les gens, en parlant avec des gens et tout ça. Et ce que j'ai décidé de faire maintenant, ce sont des programmes. Donc, les programmes qui sont distincts, c'est des programmes qui durent à peu près entre 3 à 6 mois. Ce sont des programmes qui ont pour objectif donc, de vous accompagner dans un objectif particulier. Il y a l'auto-guérison, dont je parlais tantôt, il y a l'harmonie des émotions, il y a mission de vie, transformation de l'être, il y a soins de la spirale évolutive des chakras qui concerne le travail sur la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle des chakras. Vous avez alignement de l'âme et soins par les guides, etc., etc. Donc, tous ces modules-là sont des modules qui peuvent être pris indépendamment, c'est-à-dire que vous avez une démarche qui va durer entre 5 à 6 mois que vous suivez, qui vous est proposée, mais vous pouvez également prendre la formation personnelle, qui est un ensemble de programmes, c'est tous les programmes que je viens de nommer, plus d'autres enseignements qui vous sont proposés. Alors, c'est la formule la plus complète. La formation personnelle, ça s'appelle Réalise-toi, en fin de compte. Réalise-toi, mais c'est finalement en découvrant 6 programmes en un. Vous avez 6 programmes en un. Tous les programmes que je vais nommer, vous les retrouvez dans la formation complète qui va durer à peu près 18 mois en termes d'enseignement. Donc, une fois par mois, vous allez avoir un enseignement en ligne et vous avez des webinaires, 2 webinaires par mois qui vous sont donnés et vous avez la possibilité d'avoir des consultations également si vous le souhaitez en surplus. Qui peut être également disponible. Mais déjà, les webinaires vont vous aider quand même pas mal dans votre démarche. Donc, pourrais-tu regarder par rapport à mes douleurs en bas du ventre? La première chose que je te dirais par rapport à ça, c'est toute la notion de la peur de marcher. Et ça veut dire quoi la peur de marcher? Quand on marche, quand on a les 2 jambes au sol, on est enraciné. La relation avec le ciel, c'est la tête qui est vers le ciel. Donc, quand on a les 2 jambes qui touchent le sol, on est enraciné. Et quand on est enraciné, qu'est-ce qu'on fait? On marche, on s'affirme, on s'impose, on prend notre place. Parce que physiquement, on ne peut pas prendre notre place en se disant « je vais prendre ma place dans ma tête ». Si je suis dans le monde terrestre, pour prendre ma place, je dois déplacer mes pieds et mon corps dans un espace pour prendre ma place. Et cette place-là, elle est reconnue de tous. C'est-à-dire que si je prends de la place, je ne peux pas prendre ta place si tu es déjà là. Ta place, elle est réelle, tu es physiquement présent, donc je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me faire croire que tu n'es pas là, puisque tu es là. Donc, quand on est dans les pieds, dans les jambes, on assume véritablement l'idée d'être enraciné. On assume véritablement l'idée, quelque part, qu'on est présent sur Terre et qu'on assume notre présence sur Terre. Le problème, justement, qu'on retrouve vraiment très, très, très fréquemment dans la vie de tous les êtres humains, c'est cette difficulté que l'on a d'assumer la présence dans nos jambes. Assumer la présence dans nos jambes, c'est assumer notre difficulté à être enraciné et à prendre place dans le monde terrestre en ne laissant pas la place aux autres. Quand on est très, très cérébral, on est beaucoup dans la tête, on peut se dire je ne prendrai pas ma place parce que ça va les déranger, ou je ne prendrai pas ma place parce que ce n'est pas si important que ça pour moi, etc. On va raconter plein de trucs cérébralement parlant. Mais si on vient dans nos jambes et dans notre bassin, il n'y a pas de place pour ce genre de discours intellectuel. Il y a de la place pour se dire « j'existe et je prends ma place ». On ne se pose pas de questions d'autres que celle-là. Et je pense que c'est là quelque part que toi, tu dois commencer justement à briser la dynamique malsaine dans laquelle tu es, dans laquelle la tête prend trop d'espace et que tes jambes, ton bassin n'en prend pas assez. Ton bassin te dit quoi? Ce qu'il veut, c'est prendre s'affirmer, il veut prendre sa place, il veut exiger des choses. Il veut arrêter de se faire voir comme étant quelqu'un qui n'est pas important. Il veut donc faire valoir quelque part l'importance qu'il a d'exister sur Terre. Donc, je pense que c'est important que tu te donnes la permission de prendre la place, que tu existes sur Terre, puis que tu la prennes complètement et totalement. Je pense que ce serait une chose utile pour toi dans ce sens-là. Donc, ça serait au niveau, si on peut dire ça comme ceci, plus au niveau psycho-émotionnel que je viens de nommer l'expérience. Maintenant, bon, si on abordait l'aspect plus énergétique, ce que je pourrais te dire par rapport au bas du ventre, bien évidemment, c'est que moi, ce que je sens, c'est comme une hyperactivité qui est là et qui touche le coccyx dont tu parles également. Selon moi, c'est quelque chose qui est une suractivité dans cette région-là et il y a une forme de congestion. Alors, c'est une forme d'hyperactivité congestionnée qui fait quelque part qu'il y a une forme d'énergie qui stagne à cet endroit-là et qui fait quelque part que toi,
tu es déchiré entre l'idée de vouloir faire quelque chose et de ne rien faire. Donc, tu es toujours en train de te dire, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne le ferai pas. Et c'est ça, quelque part, le piège dans lequel tu es, c'est que tu gaspilles beaucoup, beaucoup d'énergie avec cette espèce de double intention qui s'opposent l'une à l'autre et qui font que l'énergie, elle ne se dépense pas, elle s'annule en fin de compte. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait, moi, je vais à la gauche, puis je vais à la droite. Mais je ne peux pas aller à gauche, puis je ne peux pas aller à droite en même temps. Je suis obligé de choisir, je m'en vais à gauche ou je m'en vais à droite. Alors, je pense que c'est ça un petit peu toute la réflexion que tu dois avoir en toi, de définir justement, encore là, avec le pouvoir d'intention, c'est où est-ce que je m'en vais et qu'est-ce que je peux faire pour m'accompagner dans cette démarche-là, justement, de pouvoir commencer à cheminer dans cette direction-là. As-tu des exemples d'étudiants qui ont réussi à devenir habiles avec l'écoute imaginaire, un peu comme tu as réussi à le faire toi-même? Ben, j'en aurais plusieurs. Ben, par contre, ce que je dois dire, c'est que quand on parle de performance d'étudiants, des gens qui ont développé des compétences, évidemment, on va plutôt parler de gens qui ont pratiqué la pleine conscience intuitive vers un partenaire, c'est-à-dire dans un contexte plus professionnel. Pourquoi? Ben, parce que ces gens-là, parce qu'ils pratiquent vers l'autre, vont avoir une reconnaissance. En France, par exemple, j'ai beaucoup d'étudiants qui pratiquent thérapeutiquement parlant, c'est-à-dire qui reçoivent des clients, etc. Donc, au Québec aussi, j'ai des gens qui ont fait une démarche puis qui ont pratiqué. Maintenant, il y a des gens qui vont le faire sans mon autorisation. Sans mon autorisation, ça veut dire qu'ils n'ont pas été chercher d'évaluation, ils n'ont pas eu de supervision de ma part. Moi, donc, ils pratiquent, mais sans que moi, je sache s'ils font correctement les choses ou pas. Ça, c'est une option, c'est un choix que les gens font. Hein. Je ne peux pas contrôler ou les interdire de pratiquer pour cette raison-là. Donc, ce sont des gens qui ont choisi de se dire, ben voilà, j'ai fait une formation avec toi, mais je n'ai pas été chercher la supervision, mais je fais de la consultation, je pratique, etc. Donc, ça, c'est une option. L'autre option, évidemment, c'est les gens qui ont été supervisés par moi, puis donc des gens qui ont eu des degrés de compétences qui ont été reconnus et dans lequel, évidemment, moi, je vais vous dire franchement, après le week-end d'introduction, déjà, les gens ont certaines habiletés. Après le stage en présentiel de la formation du niveau 1, il y a 2 stages de 5 jours d'information professionnelle de base. Vous avez un premier stage de 5 jours. Dès le premier stage de 5 jours, des gens sont déjà aptes à faire des pratiques intuitives. Parce qu'évidemment, ils ont les outils pour pouvoir le faire, puis ils peuvent par contre le parfaire, bien sûr, parce que, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que j'ai une compétence que cette compétence-là va s'arrêter puis qu'elle va ne plus se développer. Je pense qu'au contraire, moi, j'encourage beaucoup l'idée de développer. C'est pourquoi que dans l'enseignement que je donne, il y a des étapes. La première étape, c'est l'aspect dimension énergétique et chakra. La deuxième étape de stage, c'est la dimension tout l'aspect de déprogrammation des mémoires cellulaires dans mon histoire personnelle, mémoire d'autres vies, mémoire familiale, aliments de l'âme et soins par les guides. Donc, ça, c'est un autre niveau de stage de 5 jours dans lequel d'autres niveaux de compétences sont atteints et ainsi de suite. Donc, les gens, quelque part, à mesure qu'ils ont une compétence qui est acquise, ils vont être en mesure de pouvoir le faire. Donc, il y a plein de monde, dans quelque part, qui ont développé cette habileté pour le faire sur quelqu'un d'autre. Quand il s'agit maintenant de faire sur soi-même, il n'y a pas d'évaluation. Moi, je ne propose pas de supervision pour ce volet-là, pour la simple raison que c'est une démarche qui concerne davantage, c'est plus une histoire personnelle. Ce que je fais, par contre, il n'y a pas de stage avec les gens qui font des formations personnelles, c'est plus des gens qui vont bénéficier de consultations ou de webinaires dans lesquels je vais les encadrer puis les accompagner dans une démarche. Comme il n'y a pas de niveau de compétence qui est recherché, je vais plutôt chercher justement à leur donner les meilleurs moyens possibles pour qu'ils arrivent à développer une confiance en leur outil, puis à chercher à le développer. Et chercher à le développer, ça veut dire quoi? C'est chercher donc à augmenter leurs compétences en pratiquant. C'est comme ça que je vais faire. Donc, as-tu des exemples d'étudiants qui ont réussi à devenir habiles avec l'écoute imaginaire? En fin de compte, je me rends compte que je ne comprends pas pleinement la question. Je te dirais que bien sûr que oui. Ça fait quand même près de 20 ans que j'enseigne. Donc, à travers les 20 années, je pourrais te dire que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont suivi les formations et qui en ont fait quelque chose à des degrés divers. Puis il y a des gens qui l'ont développé à un niveau très, très petit, qui pratiquent quand même vers d'autres, hein, même dans certains cas. Et il y en a d'autres qui vont le développer d'une façon beaucoup plus importante, avec beaucoup plus de compétences, etc. Mais d'une façon générale, je dirais qu'après après le week-end d'introduction, beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui se sentent compétents pour pouvoir le pratiquer. Je ne donne pas l'autorisation, mais eux le font. OK? Je vous donne un exemple. Après le premier stage de 5 jours, en présentiel, beaucoup de gens se disent aptes à le faire.
après le deuxième stage de 5 jours, beaucoup de gens le font aussi, puis même les gens après la formation professionnelle, la formation avancée professionnelle, où on a d'autres spécialisations qui sont vues, ben, les gens vont augmenter leurs compétences. Donc, c'est à chacun de voir. Mais l'idée, évidemment, c'est que, bien sûr, que si les gens font la supervision et tout ça, il y a un degré de compétence qui est reconnu chez eux dans tous les étudiants à qui j'enseigne. Hein. Il y a des degrés différents de compétences. Et mon rôle à moi, c'est d'être capable de leur donner un cadre leur expliquant leurs faiblesses, leurs forces. Où est-ce qu'ils sont capables de vraiment faire les choses et où est-ce qu'ils ont à apprendre peut-être à développer certaines expertises, certains talents pour aller plus loin, tout simplement. Moi, mon rôle, c'est de chercher à les accompagner pour qu'ils aillent plus loin dans cette démarche-là. Puis moi, si je reviens avec moi, bien évidemment, quand j'ai suivi une formation de 3 années avec un guérisseur, bien, après 3 années, j'avais un certain degré de compétences. Et je pense qu'avec les années, avec ma réflexion, avec ma volonté de progresser, d'évoluer, j'ai certainement développé une habileté supérieure. Donc, je n'ai jamais cessé de remettre en question ce que j'avais appris et je n'ai jamais cessé de vouloir aller plus loin dans ma démarche. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est des clés qui fait qu'on avance et qu'on progresse dans cet enseignement-là. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre que, et ça touche un peu la question que Marcena a posée dès le début, il est très facile de se raconter des histoires avec l'intuition, parce qu'on tombe dans un domaine de croyance, on tombe dans un domaine où quelquefois, on s'invente, il y a plein de choses qui sont dites dans ces milieux-là, et quelquefois, on peut se dire intuitif tout en n'étant pas si intuitif que ça, mais en exprimant plein de choses qui peuvent être du monde plutôt ésotérique, je dirais, et dans lesquelles on ne peut pas vérifier les choses. Alors, je pense que c'est important, donc, pour moi, de donner à l'intuition un modèle de vérification, c'est-à-dire, moi, je dis quelque chose d'intuitif, ben, cette information intuitive, ce que je souhaite, c'est que mon client ou moi-même, je sois capable de vérifier l'information. Ainsi, je dis, par exemple, que je suis la 3e incarnation de l'étoile Pegasus dans la 3e galaxie près de chez moi, ben, c'est certain que je n'ai pas tellement de moyens de vérifier ce que je dis. Ça peut être une hypothèse, mais cette hypothèse-là, en quoi elle va m'être utile? Ben, elle va m'être utile parce que je vais lui donner des applications pratiques qui vont me donner l'opportunité de constater que cette information-là, qui n'est pas vérifiable, peut avoir une incidence sur ma propre vie d'une façon vérifiable. Et c'est comme ça qu'on va procéder, parce que sinon, on pourrait dire n'importe quoi finalement. Et ça, je pense que ce n'est pas mon mot, ce n'est pas du tout le domaine que j'ai choisi de prendre pour parler de l'intuition. Et mes peurs de dormir seul dans une chambre, dans une maison, peur du naturel, peur d'être attaqué par des esprits autres. Oui, c'est vrai que j'ai un gros problème de choix que je n'avance pas par peur de faire de mauvais choix. J'espère que l'écoute étudiée m'aiderait pour faire des bons choix, mais pour l'instant, je n'arrive pas à me détacher assez de moi-même pour me mettre en position d'observateur. Je désespère de moi-même par rapport à mes capacités. Je trouve à la limite plus facile de travailler sur les autres. En tout cas, les amis thérapeutes avec qui je fais des échanges sont contents de mes soins. Mais pour moi-même, je n'arrive pas vraiment. Alors ça, c'est un grand thème qui est très intéressant que tu abordes, Marcena, c'est que malheureusement, je dis malheureusement parce que ça implique évidemment des choses, c'est que beaucoup de gens, quelque part, vont se sentir beaucoup plus à l'aise à faire un travail sur l'autre que sur soi-même. Moi, ce que je dis, c'est que quand on n'est pas capable de faire un travail sur soi, on est limité dans notre habileté à développer notre compétence vers un partenaire, parce que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas l'outil. Alors ça, c'est une chose qui est bien, bien importante à savoir. Maintenant, tout ce que tu me décris, à quelque part, tu désespères par rapport à toi-même, etc., par rapport à tes capacités. Si tu es capable de le faire sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es capable de le faire sur toi. C'est juste que tu prends mal. Moi, ce que je te dirais, fais une consultation avec toi-même comme si tu étais un client. Imagine que tu es sur une table de massage et fais une lecture intuitive à toi comme si tu étais ta propre cliente. Puisque ça marche pour les autres, ça devrait marcher pour toi aussi de la même façon à ce moment-là. Tu vois, ça, c'est des façons que moi, des fois, j'utilise quand je veux vraiment avoir une certaine distance, une certaine position de plus grande position d'objectivité envers moi-même, c'est ce que je vais faire. Je vais m'imaginer sur une table de massage pour pouvoir parvenir à faire des résultats plus importants. Toi, par rapport à toutes tes questions, Marcena, parce que là, je vois bien quelque part, tu pourrais poser 1 million de questions sur ta problématique, etc. Ça m'amène à vous parler quelque part d'un thème qui est très à la mode quand même actuellement avec ce qui s'est passé avec le fameux virus. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de soigner le terrain? Le terrain, c'est la fonction biologique du corps humain. C'est-à-dire que moi, je suis un être humain qui a un corps, puis je peux avoir des problèmes de santé dans divers organes dans mon corps, mais le terrain, c'est comment je vais soigner la globalité de mon corps, parce qu'en soignant la globalité de mon corps, je vais donner à mon corps tous les moyens pour qu'il puisse se soigner, se guérir, et je vais donc travailler sur toutes les problématiques qui sont en moi, de la même façon.
Donc, dans la démarche intuitive, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on voit quelqu'un qui est malade, souvent, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? C'est qu'on va faire un soin global à la personne. Alors, on ne va pas commencer à focuser sur quelque chose, sur un problème que la personne a. On va travailler sur sa globalité. La globalité, c'est qu'on va chercher à rétablir la globalité de son système. Et en travaillant sur la globalité, on risque de rétablir globalement le corps. Et parce qu'on le rétablit globalement, ben, on risque d'avoir des incidences sur les problématiques que la personne pouvait avoir. Alors, moi, c'est ça que j'aimerais te dire, Marcena. Est-ce que tu pratiques l'enracinement chaque jour? 1. Si tu pratiques chaque jour, est-ce que tu prends le temps de noter ce qui se passe pendant que tu fais tes enracinements chaque jour? 1. 2. Est-ce que tu prends le temps de t'accompagner dans l'idée que l'enracinement, ça implique justement que si j'ai 2 pieds sur le sol, ben, je vais faire des actions. Si tu ne fais pas d'action, ça veut donc dire que tu n'es pas enraciné. Ça veut dire que tu ne vas pas dans le sens de l'enracinement. L'enracinement t'oriente dans une certaine direction. Et si tu ne te donnes pas la permission de t'accompagner cette démarche-là, ben, quelque part, tu ne t'enracines pas. Tu ne suis pas un chemin qui va t'apporter une satisfaction. Donc, c'est important qu'il faut être cohérent dans une démarche. Si tu cherches, toi, ce que tu sembles, Marcena, c'est que tu cherches tu sembles vouloir comprendre les choses. Moi, ce que je te dirais, cesse de vouloir comprendre et cherche à régler. En toi, c'est ça quelque part. Parce que comprendre, c'est quoi? C'est être dans son monde intérieur. Par exemple, j'étais assis. Là, il est 14h51 au Québec, 20h51 en Europe. Et là, je cherche à comprendre. Je pourrais passer ma vie à chercher à comprendre des choses. Comprendre des choses, ça sert à quoi? Ça sert à m'amener vers l'action. Si je comprends quelque chose, je dois agir en conséquence parce que j'ai compris quelque chose. Si je ne fais que comprendre et que je n'agis pas, ben, je ne suis pas en train de... C'est pas aidant ce que je suis en train d'apprendre. C'est un peu comme quelqu'un qui passerait sa vie entière dans un garde-robe à étudier quelque chose. Peut-être qu'après sa vie entière, il aurait appris beaucoup de choses, mais il n'aurait pas contribué à aider l'humanité dans son évolution parce qu'il n'aurait pas finalement utilisé son savoir pour transmettre, partager, donner à quelque part son entourage son savoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose de bien important à comprendre, c'est que c'est bien beau comprendre, puis ça, c'est une belle façon de se protéger. Hein. Ah, mais moi, je cherche à comprendre, puis je ne comprends pas tout, donc je ne peux pas changer. Et ça devient une forme de facilité. La facilité, c'est que tant et son temps que je n'aurai pas tout compris, je ne changerai pas. Alors, ça fait quoi? Ça veut dire qu'on ne changera jamais parce qu'on est toujours dans une réflexion qui fait qu'on ne comprend pas. Et là, il y a un piège là-dedans. Et je pense que c'est vraiment important que la démarche intuitive n'est pas une démarche strictement de connaissance de soi. Elle est reliée à la déprogrammation et elle est reliée à la technique de soin. Donc, je comprends, je me soigne et je me déprogramme. C'est 3 facteurs qui jouent dans la pleine conscience intuitive et c'est les 3 facteurs que tu devrais être capable de pouvoir me dire, je travaille sur les 3 aspects. Là, présentement, je n'ai pas l'impression que tu travailles sur les 3 aspects. J'ai plutôt l'impression que tu travailles davantage sur la connaissance de soi et que la connaissance de soi ne t'amène pas de satisfaction parce que tu n'arrives pas à amener de changement dans ta structure parce que tu ne mets pas assez d'emphase sur le soin et sur la déprogrammation. Tu vois, j'ai une grande envie de comprendre, mais je mets rarement en pratique parce que je n'arrive pas jamais à comprendre assez bien. C'est vrai ce que tu dis, ben oui. Mais parce que tu vois, je mets rarement en pratique parce que je n'arrive jamais à comprendre. Mais tu vois, encore là, c'est intéressant ce que tu dis. Si moi, je mettrais en pratique les choses, pour moi, c'est vraiment important de mettre en pratique les choses, j'arriverai à me dire, OK, je ne comprends pas parfaitement, mais je vais essayer. C'est un peu comme quelqu'un qui marche autour d'une source d'eau et qui se dit, cette source d'eau-là, elle est peut-être profonde, elle n'est peut-être pas profonde, elle est peut-être froide, elle est peut-être chaude, elle est peut-être agréable, elle est peut-être désagréable, et ainsi de suite. Si moi, je marche autour de cette source d'eau-là avec le questionnement que j'ai, ben, je vais passer ma vie entière à me poser cette question-là, à savoir si c'est une source d'eau qui est agréable. Si je mets mon gros orteil dedans, même si je n'arrive pas trop à comprendre comment je vais faire pour savoir si l'eau est confortable ou pas, si je mets mon gros orteil dedans, ben, je vais peut-être arriver à dire, mais tiens, je trouve que l'eau est froide. Ah, tiens, je trouve que l'eau est agréable, ainsi de suite. Donc, je vais commencer à développer une compréhension de la source d'eau qui est là, de développer une relation, de l'apprivoiser, et finalement, je vais peut-être arriver à me donner l'opportunité de développer une compréhension de plus en plus importante concernant cette source d'eau-là. Donc, je vais parvenir justement non pas seulement à développer une connaissance de la source d'eau, mais je vais commencer à être pratiquement en relation avec elle, en déterminant si elle est froide et chaude, si je me sens à l'aise à me baigner dedans, etc. Donc, je vais dépasser le stade de la réflexion. C'est ça que tu dois apprendre à faire.
De ce que je pense de passer à l'action, mon énergie semble s'en aller. C'est vrai que ce que tu dis, de ce que je pense, lorsque je pense de passer à l'action, mon énergie semble s'en aller. Ça, c'est une impression. Ton énergie semble s'en aller. C'est ce que tu viens de dire. Ton énergie semble s'en aller. C'est un peu comme si je dirais, il semble qu'aujourd'hui, je ne sortirai pas de la journée. C'est un semblant. Hein, je dis je semble, il semble que. Il suffirait que je me dise, ben, je pensais que je ne sortirais pas, mais non, j'ai envie de sortir parce qu'il fait beau dehors, j'ai envie de profiter de la belle journée. Donc, je brise à quelque part ce que j'avais comme sentiment. Alors, toi, le sentiment que tu as, c'est une impression qui est souvent basée sur tes sens. Et tes sens, à quelque part, n'ont pas la vérité infuse. Et que si tu dis, bon, j'ai l'impression que l'énergie semble s'en aller, et que tu t'identifies à cette impression-là, ben, tu es en train de lui donner de la valeur. Mais si tu te dis non, cette énergie semble s'en aller, c'est une impression que j'ai, je vais donc aller voir, je vais faire un exercice de pleine conscience intuitive pour changer ça, pour que ce sentiment que l'énergie semble s'en aller ne soit plus en train de s'en aller, mais qu'au contraire, je sente que je suis en train de changer quelque chose. Ce serait une façon pour moi de contribuer à une nouvelle relation plus positive et évolutive à ce moment-là dans l'énergie. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Donc, c'est ça un petit peu que j'aurais à te dire par rapport à ça, Marcena. Donc, alors évidemment, toute l'idée de l'enracinement, justement, c'est ça, c'est de nous amener à développer une autre relation. Et une autre relation, c'est quoi? C'est la relation que moi j'ai, puis la relation que je suis en train d'avoir avec moi-même. La relation que j'ai, que je suis en train d'avoir avec moi-même, c'est pour moi, c'est ça que j'appelle l'accompagnement évolutif. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de changer ma vie parce que je change ma relation avec moi. Alors, ça veut donc dire que ce que je suis aujourd'hui, je reconnais que je suis en mouvement et que je ne suis plus ce que je suis aujourd'hui puisque je suis en train d'évoluer. Donc, je reconnais quelque part que je suis en processus de transformation, que je ne suis pas un être figé, que je ne suis pas un être limité par ce que je connais de qui je suis aujourd'hui. Je sais que je peux changer, progresser, cheminer. Et c'est ça, quelque part, qui est la clé, je dirais, de la transformation. C'est quand je suis capable de pouvoir interagir avec mon corps pour justement me donner l'opportunité de changer mes conditions. Et comment je vais faire pour changer mes conditions? La connaissance de soi va être un petit élément là-dedans, parce que la connaissance de soi ne me permet pas tant que ça de me transformer. Il me permet de me comprendre. Mais la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins sont fondamentales. Et Marcena, moi, ce que je te dirais, focus là-dessus. Parce que je pense que c'est là-dessus que tu dois apprendre justement à changer ta situation. Tu dois arrêter d'avoir l'impression de ne pas progresser. Et pour avoir cette impression-là de progresser, bien, il faut effectivement que tu commences à faire des soins, à te faire du bien, à changer ta condition. Je pense que c'est essentiel que tu commences à te donner cette opportunité-là, je dirais. Mais tu vois, c'est un élément important, la colère. Maintenant, de quelle façon que tu dis il n'y a que sous la colère que j'arrive à agir, mais peut-être que tu pourrais te poser la question de quelle façon que la colère peut être une énergie constructive, de quelle façon que la colère peut être une énergie positive, évolutive. Comment je peux utiliser la colère pour qu'elle se manifeste d'une façon constructive envers moi-même et envers les autres. Je ne suis pas obligé de dire que je suis en colère contre le monde entier, je ne suis pas obligé de dire des bêtises à tout le monde parce que je suis en colère. Je peux au contraire reconnaître que la colère, c'est un moteur qui m'amène à agir. De quelle façon que j'ai envie d'agir? Peut-être que tu as envie d'agir dans la colère en étant plus indépendante, en étant moins dans une position d'obligation avec les autres, en étant dans une position où tu affirmes plus ce que tu es. Tout ça, c'est positif. Si toi, tu l'assumes, si tu assumes que c'est positif, si tu acceptes que cette façon de te comporter est positive, elle est évolutive. C'est ça que tu dois apprendre à faire également, je dirais. OK, est-ce que vous avez d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été vu ou sur d'autres sujets? N'hésitez pas à me le faire savoir avant qu'on termine finalement, puisque c'est vrai que l'objectif, c'est donc de vraiment répondre à des questions que vous pouvez avoir sur les différents thèmes qu'on a abordés aujourd'hui ou sur d'autres thèmes. Évidemment, si vous avez envie d'aborder d'autres sujets, il n'y a pas de problème pour moi que vous puissiez le faire. C'est un moment qui est pour vous. Donc voilà, si vous le souhaitez, mais profitez-en. Alors, Isabelle qui dit merci à toi et à Marcena, c'est très intéressant. Donc, ben voilà, ça fait avancer les choses, tant mieux si c'est le cas.
Parce qu'évidemment, toutes les questions que vous posez quelque part, bien évidemment, ce n'est pas des questions qui sont étrangères, qui sont strictement associées à une personne. Souvent, ces questions-là, quelque part, touchent justement les problématiques qu'on rencontre tous dans la pratique, qu'on rencontre tous dans notre vie aussi. Hein, la pratique intuitive, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2020, la pratique intuitive est tout si peu développée? Hein? Moi, quand je parle de ce que je fais aujourd'hui en 2020, je peux me faire voir comme un être bizarre, comme un être étrange, comme quelqu'un qui n'est pas normal, à la limite, encore aujourd'hui. Alors, vous comprendrez quelque part qu'on dit qu'on avance, qu'on progresse en tant qu'humanité, mais on est encore très ignorante sur plein de choses. Et on a quand même encore tendance, effectivement, de ne pas se donner de la valeur à une démarche intuitive. Il suffit de regarder les conditions de la planète actuellement, les conditions de vie dans lesquelles on est en tant qu'humanité. On comprend bien quelque part que l'être humain s'est construit un monde à son image et pas une image en harmonie avec ce que l'être humain aurait pu être, hein, s'il avait été ouvert justement à une forme de sagesse, une forme d'intelligence intuitive, je dirais. Est-ce que la pleine conscience intuitive peut permettre de libérer les grandes blessures de l'âme qui ne sont pas des mémoires? C'est un point de vue, ce que tu dis, ma chère Mélissa. Qu'est-ce qu'une mémoire? Première question. Alors, évidemment, moi, ce que j'ai développé, c'est un enseignement qui s'appelle Mission de vie, transformation de l'être, dans lequel on parle des 7 grandes blessures de l'âme. Les 7 grandes blessures de l'âme sont étroitement reliées aux 7 grandes familles de l'âme. Okay? Les 7 grandes familles de l'âme sont en étroite relation avec les chakras, donc le bâtisseur qui relie au chakra racine, le communicateur qui relie au chakra sacré, le guerrier au chakra solaire, le serviteur au chakra du cœur, le créateur au niveau de la gorge, le philosophe au niveau du chakra frontal et le spirituel au niveau du couronne. Alors, ces 7 grandes familles d'âmes-là, on les a tous. On est tous, nous, en tant qu'humanité, désireux de développer ces 7 grandes expressions-là. Malheureusement, nous, en tant qu'être humain, lorsqu'on est sur Terre, on a des dominances associées au chakra qui vont faire que les blessures de l'âme vont effectivement se mettre dans une position, justement, de laquelle on va s'éloigner de l'expression pure de l'âme, qui sont associées au chakra, ce qui va faire qu'on va finalement développer des blessures. Donc, la blessure de l'abandon pour le bâtisseur, la blessure du rejet pour le communicateur, la blessure de l'humiliation pour le guerrier, de la trahison pour le serviteur, l'injustice individuelle pour le créateur, l'injustice sociale pour le philosophe et l'injustice spirituelle pour le spirituel. Alors, dans ce sens-là, évidemment, tout l'enseignement va contribuer justement à nous amener à prendre conscience que dans chacun de nos chakras, on a 7 états de perturbation, 7 états de perturbation dans chacun de nos chakras qui nous éloignent de l'expression pure de l'âme. Et dans ce sens-là, l'enseignement mission de vie, transformation de l'être va être beaucoup orienté dans ce volet-là. Il faut comprendre ici que qu'est-ce qui est une mémoire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut comprendre que l'âme n'est pas une mémoire, mais tout ce qui découle de l'âme dans l'expérience humaine, ce sont les mémoires. Et les blessures de l'âme sont donc des expériences mémorielles qui ont été vécues soit à travers d'autres vies, soit à travers justement des histoires familiales ou soit à travers notre vécu actuel en tant qu'être humain qui est né sur Terre. Donc, tout le travail va contribuer justement à reconnaître que ces blessures-là sont des noyaux, je pourrais dire ça comme ça, d'une inhibition de l'être humain que nous sommes, et que cette inhibition-là ne se vit pas tant au niveau individuel, mais se vit au niveau collectif, c'est-à-dire que la blessure de l'âme, par exemple, de l'abandon, qui est reliée au bâtisseur, c'est une blessure de l'âme qui est touchée par énormément d'êtres humains sur Terre. La blessure donc du rejet, même chose, etc. Donc, on est tous un peu connectés avec ces blessures-là. Et ces blessures-là vont nous empêcher d'être en harmonie, en alignement avec l'être que nous sommes, puis à manifester l'expression pure de l'âme que nous avons en soi à travers les 7 chakras. Donc, c'est tout ça, effectivement, qui va être le travail qui est proposé. Puis, évidemment, tout le processus de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre justement à faire un travail, justement, sur ces dimensions-là, sur les 7 pures expressions de l'âme, de quelle façon qu'on peut se rapprocher le plus possible de ça à travers un travail d'accompagnement qu'on effectue avec soi-même. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mélissa, mais c'est sûr que les recettes de guérison, quelque part, hein, je pourrais toujours te dire les 7 grandes blessures de l'âme qui ne sont pas des mémoires, etc. Mais en quelque part, il faut comprendre une chose, c'est que la pleine conscience intuitive, elle nous permet de faire un travail
qui dépasse simplement ce que j'appellerais, on pourrait appeler ça comme ceci, l'incarnation terrestre. C'est-à-dire que l'être humain que je suis cherche à s'épurer, puis à s'épurer au-delà de tous les concepts intellectuels. Donc, les blessures de l'âme font partie à quelque part d'une interprétation intellectuelle, d'une expérience. Et c'est ça, quelque part, qui est le piège de toute démarche spirituelle. À quelque part, quand on commence à aborder la pleine conscience intuitive, ce qu'on découvre, c'est qu'on vit une expérience. Et cette expérience-là nous amène à favoriser un bien-être dans notre vie, à devenir de plus en plus heureux. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est l'objectif ultime qu'on doit se fixer en tant que celui qui pratique la pleine conscience intuitive. Il me semble que les gens qui sont dominateurs ne viennent pas souvent consulter par écoute imaginaire. Pourquoi? Ah, ça, c'est une question que tu me poses. Je suis en train de réfléchir en train de la question, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir des gens très dominants qui sont venus me voir. Et ça me permet d'aborder peut-être quelque chose qui est une question que moi, qui est une question pas intéressante. Moi, j'ai souvent observé que les gens qui pratiquaient une démarche intuitive sont souvent des gens dominants, par exemple. Pas tous, hein, mais j'ai vu souvent des gens dominants dans le sens qu'ils ont tendance, parce qu'ils sont intuitifs, à avoir le sentiment qu'ils ont la vérité pure. Et parce qu'ils ont la vérité pure, ils s'imposent aux clients en se disant, ben voilà, j'ai la vérité, c'est ça que tu dois faire, tatata. Puis il y a une espèce de tendance un peu à devenir un gourou. Hein, ça se présentait un peu comme l'image de quelqu'un qui a la vérité infuse. Donc ça, c'est une chose que j'ai observée. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes intuitifs qui ont tendance à développer ce rapport de force avec leurs clients. Et puis moi, l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai commencé mon enseignement, c'était de me dire de quelle façon il est possible de proposer un enseignement dans lequel on va avoir une relation d'aide avec les gens. C'est-à-dire qu'on va chercher à collaborer avec eux et non pas chercher justement à vouloir les amener dans un processus de domination quelque part. Hein. Alors, c'était un peu ça, c'était une première chose. Les gens qui sont dominateurs, finalement, en général, n'aiment pas se faire dire quoi faire. Donc, ça, c'est une première chose. Mais moi, j'ai vu des gens qui sont dominants, qui sont venus me voir, ou contrôlants également. Il y a des gens qui peuvent être très, très contrôlants, qui peuvent venir aussi. Et c'est toutes des choses qu'on va retrouver dans une pratique. Hein. Des gens, quelque part, qui peuvent donc être très contrôlants et pas aimer se faire dire quoi faire. Et c'est certain que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on va travailler avec eux différemment que des gens qui ont peut-être une ouverture plus grande ou qui sont peut-être plus soumis aussi, parce que le danger dans des clients qui viennent nous voir aussi, ce sont des gens qui peuvent être soumis, qui sont à la recherche d'une vérité, qui sont à la recherche d'une forme d'être dominés, même à la limite. Toi. Donc, c'est une question, quelque part, qui peut amener un tas de réflexion. Mais moi, j'ai déjà eu des gens très, très dominants qui sont venus me voir. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la majorité des gens. Je pense que les gens qui vont venir me voir sont des gens qui sont curieux au départ. Et il y a un certain nombre de personnes qui vont avoir une envie d'avoir un autre son de cloche sur leur propre vie, donc une certaine ouverture qui va être associée à cela. Puis, il y a des gens qui sont très dominants, qui, eux, n'ont pas cette envie. Alors, c'est plus difficile pour moi de travailler avec ces gens-là, bien sûr, parce que ce sont des gens qui vont avoir une volonté de contrôler l'information que je vais leur transmettre et ne pas me laisser aller dans le processus de la démarche. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est pour ça, je pense que je réponds un peu à ta question. Je pense que les gens qui ont envie de contrôler, de dominer, vont avoir une relation avec l'intuition qui est plus ou moins favorable, parce que comme ils veulent contrôler puis dominer, bien, ils vont avoir tendance, effectivement, à aller voir des thérapeutes avec lesquels ils peuvent pouvoir justement obtenir leur point de vue. C'est une des raisons pourquoi, quand j'ai commencé mon travail en tant que thérapeute intuitif, je constatais qu'il y a énormément de gens qui, j'avais le sentiment de ne pas aider les gens parce que les gens venaient me voir, ils voulaient entendre quelque chose, et lorsqu'ils l'avaient entendu de ma part, il allait voir quelqu'un d'autre pour se le faire reconfirmer, ainsi de suite. Donc, une espèce de situation où ils n'étaient pas du tout en train de prendre leur vie en main, ils étaient simplement à la recherche de réponses que le thérapeute allait leur donner, puis eux, finalement, ils étaient assis, puis attendaient que le miracle se produise. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai essayé, et j'espère avoir réussi de ne pas sombrer là-dedans, parce que d'amener les gens à devenir conscients que s'ils veulent cheminer, puis ils veulent évoluer, puis ils veulent progresser, bien, il faut effectivement qu'ils soient capables de se prendre en main à un moment donné ou à un autre. On ne peut pas simplement être passif et attendre qu'une révélation se produise d'elle-même sans qu'on fasse rien. Je pense qu'il faut à un moment donné faire quelque chose pour cheminer, progresser, évoluer. Voilà. Est-ce que cette formation Mission de l'être dont j'ai parlé tantôt est également de la formation personnelle? Oui, ça fait partie de ces missions de vie de transformation de l'être. C'est un des 6 programmes, il me semble, qui font partie de la formation personnelle. Puis encore là, ces programmes-là peuvent être pris de façon autonome aussi, comme je l'ai déjà expliqué.
Puis il y a la formation professionnelle aussi, qui, elle, se présente sous forme de spécialité maintenant. Donc, lecture intuitive et soins de l'oreille des fascias, lecture intuitive et soins de la spirale évolutive des chakras, qui sont 2 spécialisations. 3e spécialisation, c'est coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire. Ensuite, vous avez alignement à l'âme et soins par les guides. C'est une autre spécialité. Donc, la première formation, la formation professionnelle de base, vous avez 4 spécialisations en 1 dans cette formation-là. Et la deuxième formation, la plus avancée, c'est 3 spécialisations en 1. Vous avez donc activation intuitive des ressources créatrices, vous avez l'enseignement personnalisé et rituel chamanique, et vous avez également la possibilité de devenir un enseignant des outils de la spirale évolutive des chakras. Donc, vous avez 3 spécialités qui s'ajoutent ensuite à ça. Donc, vous voyez que dans le programme personnel, vous avez plusieurs spécialisations que vous allez chercher à travers le programme, plusieurs programmes que vous allez chercher dans le programme Réalise-toi, qui est le programme qui englobe tous les programmes qui sont proposés. Puis la formation professionnelle, même chose, vous avez plusieurs spécialisations qui vont vous être proposées à l'intérieur de la formation. Donc, vous avez plusieurs spécialisations. À la fin du programme, vous êtes donc spécialisé en plusieurs voies, chemins qui vous donnent accès à la possibilité de soigner sur plusieurs aspects de l'être humain. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de terminer? En fait, pour revenir sur la question de la clientèle, quels sont les types de personnes qui viennent me voir? Je vous dirais quelque part que c'est très, 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 très varié. Je pense qu'on a une variété de clients très, très vaste qui viennent nous voir. Puis évidemment, toutes les personnes qui sont dans une relation de peur, d'appréhension face à l'avenir, sont des gens qui vont souvent être attirés pour des gens qui font de la lecture intuitive parce qu'ils ont besoin d'être rassurés par rapport à leur avenir, par rapport à leur futur, ils ont peur de la vie, etc. Souvent, les dominants, bien évidemment, ce sont des gens, quelque part, qui prennent les choses en main, donc ils sont moins dans le processus de laisser venir à eux et sont plus dans le faire, justement. Et souvent, ce sont des gens qui vont être peut-être moins attirés dans une démarche intuitive quand même. Donc, c'est ça qui expliquerait ta réflexion, Robert, probablement. C'est quand tu arrives, bon, est-ce que le code promo, il y a un code promo que j'ai proposé pour ceux qui ne le savent pas, là, pour le programme d'enseignement que je vous ai donné en lien dans le mail que je vous ai envoyé. Et le code promo, donc, s'utilise lorsqu'on on fait toute la démarche d'acheter le truc. On arrive dans une page dans laquelle on doit inscrire notre nom, etc. Et c'est là qu'on va acheter. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a un endroit, un petit endroit, c'est marqué Code Promotional ou quelque chose comme ça, c'est en anglais. Vous avez simplement coupon code, voilà. Donc, vous allez simplement inscrire dans le coupon code le PCI en majuscule. Et là, vous allez faire confirmation, je crois, du coupon rabais ou ajouter le coupon rabais, quelque chose comme ça. Et vous allez voir à ce moment-là qu'il apparaît automatiquement le 20 dans votre commande. Et là, vous allez acheter. Vous avez donc le 20 de rabais. Vous savez déjà quel sera le montant que vous avez à débourser avec la réduction. Voilà. Donc, c'est peut-être plus clair pour toi maintenant. OK, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Donc, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est justement, c'est que je vous ai envoyé un lien avec une petite promotion qui a lieu jusqu'au 5 août avec une réduction. Cette réduction, elle est vraiment, vraiment pour les gens qui sont membres du mailing list de l'école parce que, quelque part, je n'ai pas encore actualisé toutes les pages de vente sur mon site. Je compte le faire très bientôt, mais je me suis dit, bon, que pour remercier les gens qui font partie de la communauté de l'école, ben, je me suis dit, bon, que je vais pouvoir proposer justement de pouvoir faire cette promotion-là, une promotion qui aura lieu donc jusqu'au 5 août et que vous savez maintenant que vous pouvez également communiquer avec moi si vous avez des questions, des interrogations. Je peux vous guider gratuitement. Je peux vous guider pour vous aider justement à déterminer quel serait l'enseignement qui serait le plus approprié parmi les ensembles d'enseignements parce que vous avez la formation complète, hein, personnelle et professionnelle. Vous avez aussi l'opportunité de suivre des enseignements plus menus, alors des formations qui sont beaucoup plus petites, d'autres plus importantes et dans lesquelles je peux vous guider là, pour vous aider à déterminer qu'est-ce qui vous apparaîtrait le plus approprié pour vous. Donc, si ça vous dit, bien, vous avez simplement à communiquer avec moi, puis on prend rendez-vous, je vous appelle, puis on discute de ça, je vous donne de l'information sur ce que je perçois qui pourrait me donner le sentiment de qu'est-ce qui pourrait être le plus approprié pour vous. Mais évidemment, c'est vous qui prenez la décision. Moi, je ne fais que vous refléter quelque part ce que je perçois
sans vous dire quelque part que j'ai la vérité infuse. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez autonome, que vous appreniez à prendre votre vie en main et que moi, je puisse vous donner des outils pour que vous puissiez le faire le mieux possible. C'est ça un peu le sens de ce que j'ai vu. Alors, elle me dit, bon, parce que je n'ai pas trouvé comment faire tout à l'heure, bien évidemment, il suffit de lire le mail. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Michel, c'est ça. Si tu es intéressé par l'alignement à l'âme, par les guides, tu as simplement aller sur la page coach.zippy. C'est un programme pleine conscience intuitive, .coach.zippy. Tu vas voir que tous les catalogues sont présentés. Tous les programmes sont là. Tu cliques sur le programme qui t'intéresse, alignement à l'âme, par les guides. Tu vas voir donc une certaine somme d'informations qui t'est donnée. Il y a possibilité donc de faire le paiement selon les modalités qui sont proposées. Tu cliques dessus, tu tombes sur une page d'inscription pour t'inscrire à la formation. Tu remplis données et tu vas voir à un moment donné, marqué coupon rabais. Tu écris PCI en majuscule dans la section coupon rabais et ensuite tu fais add coupon rabais, je crois, quelque chose comme ça. Et vous allez voir apparaître le 20% à ce moment-là, tout simplement. Voilà. Alors, s'il y a quelque chose, de toute façon, si vous avez des difficultés, si Marie-Sona, entre autres, a des difficultés ou d'autres, vous pouvez m'appeler, on pourra regarder ensemble comment faire, mais je crois que c'est assez simple comme démarche. Voilà. Donc, je parlais un petit peu de ça pour vous laisser le temps de voir s'il y a d'autres questions qui pourraient être présentes. Donc, voilà, peut-être pour conclure, je vais prendre le temps de conclure. Donc, la pleine conscience intuitive, finalement, c'est une démarche à quelque part qui, vous l'avez compris, est toute liée justement à un voyage. Et ce voyage-là, quelque part, nous donne accès à plusieurs portes d'entrée. Alors, quand on parle de programme en global de la pleine conscience intuitive, on parle de toutes les portes d'entrée que vous allez apprendre à explorer. Donc, j'ai dit tantôt qu'on travaille sur l'aspect dimension énergétique et au niveau de l'aura et des chakras, etc., et des fascias. Donc, ça, c'est un des volets qui est vu. C'est une porte d'entrée qui touche plus la santé, l'auto-guérison. Une autre porte d'entrée dans laquelle on peut vraiment travailler sur les soins de la spirale évolutive des chakras, où on apprend à travailler sur les chakras d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psycho-émotionnel, à travers la typologie que j'ai développée, et à travers également tout un volet spirituel autour des chakras également qui est proposé. Donc, ça, c'est un autre volet, une autre porte d'entrée pour accéder à la pleine conscience intuitive. Une troisième porte d'entrée, c'est mission de vie, transformation de l'être, dans laquelle je vous propose un voyage pour apprendre justement à identifier votre mission de vie et à voir de quelle façon que vous pouvez favoriser sa concrétisation. Pour moi, les missions de vie, qu'est-ce que c'est? C'est une expression pure qui est associée à un chakra dominant. On a 7 pures expressions en tant qu'humain et ces 7 pures expressions sont malheureusement inhibées par les blessures émotionnelles de l'âme et tout le travail consiste justement à faire un travail pour vous amener à retrouver l'alignement avec votre être. C'est ça un peu qui est vu dans ce programme-là. C'est une autre porte d'entrée, tout simplement. L'autre porte d'entrée également qui est vue, c'est évidemment sur l'aspect psycho-émotionnel, donc développer votre relation avec votre histoire passée, personnelle, mémoire familiale, d'autres vies également, et le potentiel évolutif. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre volet qui va être revu. Vous avez tout un autre volet dans ce même enseignement-là concernant les relations interpersonnelles. Donc, vous apprenez à vraiment faire un nettoyage dans vos relations, être plus en harmonie avec vous, avec les autres, etc. Donc, ça, c'est un autre programme fort intéressant, qui est une autre porte d'entrée. Et vous avez évidemment l'alignement de l'âme et soins par les guides, qui, lui, va nous amener justement une démarche spirituelle parce qu'il nous oblige à devoir remettre en question tout ce qu'on est en tant qu'être humain. Et tantôt, quelqu'un me disait, libérer les grandes blessures de l'âme qui ne sont pas des mémoires. Bien, les grandes blessures de l'âme, quelque part, pour accéder justement à quelque chose qui dépasse les blessures de l'âme, c'est là qu'on dépasse la mémoire. C'est là qu'on accède à la mémoire, à l'âme. Et l'âme n'est pas de la mémoire, mais une expérience spirituelle qui nous amène à avoir accès à un travail sur les guides, pour avoir accès à quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais pour être capable de faire ça, il faut se libérer justement de tout ce qui s'appelle programmation. Et les programmations touchent l'individualité, mon histoire personnelle, les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies, et les blessures émotionnelles de l'âme touchent à quelque part les racines humaines de l'incarnation. Et c'est pour ça justement que tout le travail de la pleine conscience intuitive, c'est de nous amener justement à nous atteindre ces niveaux de conscience les plus élevés possibles pour être capable donc de pouvoir être habilité à rentrer dans toutes ces portes d'entrée-là, pour être capable de devenir un maître, entre guillemets, de toute cette habileté-là, tant sur soi que si on veut le faire sur un partenaire, bien de le faire sur un partenaire aussi. Alors évidemment, on est tous humains, on est tous limités en tant qu'humains, mais les outils qui sont donnés ont pour objectif d'optimiser votre capacité à être un être humain. C'est ça un peu qui est l'idée de l'enseignement qui est proposé à la pleine conscience intuitive. Donc voilà. C'est l'accès à l'éveil. Voilà, je serais intéressé par l'alignement à l'âme, mes soins par les guides, c'est l'accès à l'éveil. L'éveil, en fin de compte, je dirais,
pour simplement poursuivre, c'est que l'éveil, dès qu'on commence justement à développer une pratique telle que la pleine conscience intuitive, bien, inévitablement, il y a un éveil parce qu'on commence à s'éveiller à une autre façon de s'aborder, de se regarder, de se voir, de s'expérimenter. Et je pense que c'est là que commence l'éveil, en fin de compte. Maintenant, l'éveil se manifeste à travers toutes ces portes d'entrée-là que j'ai nommées. Je dirais ça comme ceci. Bien sûr que la dimension spirituelle, l'alignement à l'âme, mission par les guides, c'est une démarche de finalité, mais c'est une démarche évidemment qu'elle soit abordée. Il faut être capable de bien comprendre que je ne suis pas mon corps physique, que je ne suis pas ma structure énergétique, je ne suis pas mes mémoires personnelles, je ne suis pas mes mémoires familiales, je ne suis pas mes mémoires d'autres vies, je suis mon âme et je suis l'âme. Et c'est ça, quelque part, le voyage consiste à rétablir le pont avec l'âme et c'est un voyage, à quelque part, qui demande donc justement cette démarche de désidentification, je dirais. En nous accompagnant pendant que l'on fait sur soi-même l'écoute imaginaire, pour être senti simultanément ce que l'on ressent ou voit, ou bien notre écoute et la tienne prennent des chemins différents. Par exemple, si je pense à la mort de mon père, pourrais-tu toi aussi visiter cette mort sans que je te le dise? Alors là, ça aborde, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a toute la notion d'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est quelque chose qui se fait à travers divers degrés. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient me voir, je lui fais une lecture intuitive et cette personne-là me contredit sur tout ce que je lui dis. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, justement, n'est pas dans un processus de résonance avec moi. Elle est complètement renfermée sur moi-même, puis elle se défend parce qu'elle est dans une forme de protection avec qui je suis. Alors donc, le discours, l'échange va être difficile. Alors moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie où j'ai dû arrêter une consultation parce que je n'étais pas capable d'aller rejoindre la personne parce qu'à un moment donné, bon, ça ne fonctionnait pas. Mais tout simplement parce que cette personne-là, justement, était dans des convictions et elle n'en démordait pas. Alors ça, c'est un premier niveau de lecture intuitive. Vous avez peut-être vécu ça, ceux qui sont déjà venus me voir, où on a une information intuitive que je donne et la personne ne se reconnaît pas tout de suite. Et après, avec le temps, on arrive justement à trouver un terrain de reconnaissance mutuelle. Donc ça, c'est une première étape. Puis avec la pratique, on arrive à ce que moi j'appelle la synchronisation. Je ne suis pas sûr que c'est ça. C'est la synchronisation. Je n'ai pas mon livre devant moi. Je ne sais plus c'est quoi le terme. Je crois que c'est une synchronisation qui se fait entre moi et mon partenaire. Alors, comment va-t-on arriver à cette synchronisation-là? La meilleure façon de faire ça, c'est un peu comme quand on fait de l'enseignement personnalisé. Dans la pratique intuitive, dans les outils thérapeutiques qui sont enseignés aux thérapeutes, on arrive à un moment donné à dire, je peux faire de l'enseignement personnalisé. L'enseignement personnalisé, c'est par exemple faire un enracinement personnalisé. C'est-à-dire que je vais accompagner une personne et je vais lui proposer de faire un enracinement et je vais lui transmettre de l'information intuitive sur la pratique de l'enracinement pendant l'exercice que je vais faire avec cette personne-là. Alors, quand je fais ça, je suis en train de lui donner l'opportunité d'expérimenter quelque chose qui est un exercice, tout en lui donnant de l'information. Et là, à ce moment-là, on va souvent aborder des phénomènes où mon partenaire va sentir va avoir l'impression que je suis en train de lire en lui. Et dans les consultations, bien fréquemment, c'est ça que les gens vont me dire, j'ai eu l'impression que tu as lu en moi. Alors, pour revenir sur cette question-là que Robert pose, à un moment donné ou un autre, dans une lecture intuitive, on arrive à vivre des moments que j'appelle de synchronisation entre ce que je perçois et ce que mon partenaire perçoit. Et dans l'enseignement personnalisé, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire que moi, je dis à mon partenaire quelque chose et mon partenaire est en train de vivre la même chose que je suis en train de lui dire. Donc là, on touche vraiment un espace commun dans lequel il y a une forme de vérité qui se rencontre. C'est-à-dire qu'on est tous les deux en train de vivre la même chose. Moi, je vois quelque chose chez toi et toi, tu vois la même chose chez toi aussi. Donc, on est en train de vivre un espace commun. Et cet espace de commun, c'est un espace de vérité, surtout pour le client, parce que l'espace de vérité, finalement, c'est que le client reconnaît quelque part que ce que je vois, il le voit aussi. Donc, pour lui, c'est très fort parce que c'est un événement, quelque part, de confirmation de son expérience qui est vécue. Et ça, c'est quelque chose qui va être très significatif pour lui en général. Et ça va se faire souvent à travers donc, la démarche d'enseignement personnalisé qui a pour objectif d'amener notre client à développer une autonomie dans sa pratique. Alors, c'est dans ce sens-là, évidemment, que c'est quelque chose qui va se vivre assez fréquemment et que j'appelle une synchronisation. C'est-à-dire qu'on arrive à une synchronisation mutuelle. On se synchrone à ce que je vois, à ce que mon client voit. Et ça, c'est quelque chose qui est visé dans l'enseignement personnalisé, puisque là, on arrive vraiment à une confirmation. Dans une lecture intuitive plus globale, plus classique, c'est quelque chose qui peut arriver
mais ce n'est pas quelque chose qui va être visé tant que ça, mais que les gens vont vivre souvent se disant « Ah oui, je l'ai vu, tu as vu quelque chose que je reconnais en moi. » Donc, il y a une forme de sentiment de reconnaissance qui est là, qui est agréable. Mais dans l'enseignement personnalisé, c'est souvent plus fort parce que là, on vit quelque chose qui touche plus une expérience. Et c'est souvent là que ça va se vivre le plus intensément, je dirais. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais à dire concernant la question de Robert. OK, donc si vous voulez bien, je pense qu'on va s'arrêter ici, à moins qu'il y ait des questions qui viennent se manifester dans les derniers instants. Mais je pense qu'on a fait pas mal de tour. Ça fait à peu près 1h30 qu'on est en ligne ensemble et que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc, c'est enregistré. Donc, vous allez avoir accès au replay dès demain pour ceux qui ont accès à la chaîne YouTube de Pleine Conscience Intuitive. Vous allez pouvoir le revisionner si vous êtes intéressé. Sinon, vous allez le recevoir en lien par mail, comme je fais souvent, pour simplement vous donner accès à ce revisionnement-là si vous le souhaitez. Donc voilà, puis je vous rappelle simplement que vous avez jusqu'au 5 août, si ça vous intéresse, de jeter un coup d'œil sur le catalogue des formations. C'est un nouveau catalogue. Il y a beaucoup donc de nouveaux enseignements qui sont proposés. Je pense que c'est des enseignements qui ont une certaine valeur, un certain intérêt pour ces fameuses portes d'entrée dont je vous parlais tantôt. Vous avez 20% de rabais d'ici 5 août. Évidemment, après le 5 août, ça restera, ces formations-là, sauf que le rabais, lui, ne sera plus disponible, tout simplement. Mais si ça vous dit, évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui serait le plus approprié pour vous. Donc voilà, ça me ferait un grand plaisir de vous assister, de vous accompagner, de vous rencontrer de nouveau dans les webinaires ou dans les conférences, puisque 2 fois par mois à peu près, je fais des événements, une conférence gratuite habituellement, puis un webinaire à la toute fin du mois dans lequel on prend le temps de répondre aux questions. Alors, c'est un espace ouvert. Donc, c'est 2 moments où on peut se parler, se rencontrer. Donc, si vous avez l'intérêt, vous pouvez toujours communiquer avec moi à travers ces 2 événements-là par mois que je fais. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée pour les gens de l'Europe et une très belle fin d'après-midi pour les gens du Québec. À très bientôt. Au revoir.